Il y a quelques années, ma femme et moi avons décidé d'acheter une maison ancienne dans une petite ville, qui nous a immédiatement charmés avec son allure rustique. La maison avait une façade victorienne avec des fenêtres en arc et un toit à deux versants qui semblaient avoir des histoires à raconter. C'était le genre d'endroit qui vous faisait imaginer ce qui avait pu se passer là au cours des décennies. Dès le début, il y avait quelque chose d'un peu sombre dans la maison, une sensation que nous ne pouvions pas vraiment définir. La décoration ancienne et le climat d'abandon n'étaient pas exactement ce à quoi nous nous attendions, mais nous croyions que c'était le véritable charme de la propriété. Les murs, bien que pleins de caractère, semblaient murmurer les secrets du passé, et chaque nuit, un froid inexplicable semblait envahir l'environnement. C'est dans ce cadre que nous avons commencé à nous habituer à l'endroit, essayant d'ignorer les petites choses qui nous mettaient mal à l'aise. Le bruit occasionnel des planches qui craquent ou un vent inattendu n'étaient que des détails qui, au fond, semblaient simplement faire partie de la vieille maison. Mais quelque chose était sur le point de changer, et nous ne nous doutions pas de ce qui allait arriver. Quelques mois après notre emménagement, nous avons commencé à entendre des bruits étranges venant du toit. Au début, nous avons pensé que c'était simplement le vent qui faisait bouger les feuilles ou peut-être des animaux qui se déplaçaient là-haut. Mais ces bruits se faisaient entendre exactement à 3 heures du matin, chaque nuit. Nous avons essayé d'ignorer ces sons, les attribuant à des explications rationnelles. Mais la régularité des bruits, leur intensité, et le fait qu'ils survenaient toujours à la même heure ont commencé à nous mettre mal à l'aise. C'était comme si quelqu'un se promenait sur le toit, et cette idée seule était assez troublante. Les bruits continuaient de plus en plus forts chaque nuit, et malgré nos tentatives de rationalisation, une inquiétude croissante s'installait. Il était clair que quelque chose de bizarre se passait, mais nous n'avions aucune idée de ce que c'était. Après plusieurs nuits de bruits incessants, j'ai décidé qu'il était temps de découvrir ce qui se passait réellement sur le toit. La peur mêlée de curiosité m'a poussé à prendre une lanterne et à monter sur le toit pour enquêter. C'était une soirée froide, et la nuit était particulièrement sombre. J'ai monté l'échelle en essayant de rester calme, malgré le battement rapide de mon cœur. En arrivant sur le toit, j'ai vérifié les coins et recoins, scrutant chaque bruit avec méfiance. Le silence soudainement tombé me mettait encore plus sur les nerfs. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme si quelque chose attendait juste au coin de l'ombre. J'avançais lentement, la lanterne en main, en écoutant attentivement, mais le bruit avait cessé, me laissant une impression de malaise grandissant. C'était comme si tout le toit était devenu étrangement silencieux, augmentant ma paranoïa. La lumière de ma lanterne semblait se fondre dans l'obscurité, et chaque bruit ou craquement me faisait sursauter. La peur m'envahissait, me poussant à me demander si j'étais en train de faire une grave erreur en cherchant à découvrir la source de ces bruits nocturnes. Alors que j'avançais sur le toit, la lanterne s'est soudainement éteinte, me plongeant dans une obscurité totale. Mon cœur battait la chamade et je me suis retrouvé paralysé par la peur. J'ai entendu des mouvements derrière moi, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait silencieusement dans l'obscurité. Puis, j'ai aperçu une faible lumière à travers le noir. C'était une lumière petite et pâle, ressemblant à une lanterne, mais elle se déplaçait lentement vers moi. Je ne pouvais pas voir clairement ce que c'était, mais cette lumière semblait venir directement vers moi, augmentant mon anxiété. Chaque pas que je faisais pour m'éloigner me semblait inutile face à cette lumière inquiétante qui continuait à avancer. La panique a pris le dessus et j'ai décidé de descendre du toit aussi vite que possible. En courant vers l'échelle, j'avais l'impression que la lumière me suivait, me rapprochant encore plus du bord du toit. Une fois sur le sol, j'ai couru à l'intérieur de la maison, tremblant et haletant, sans oser me retourner pour voir si la lumière était encore là. Depuis cette nuit-là, les bruits sur le toit ont cessé de manière inexplicable. Ce silence soudain m'a apporté un soulagement, mais aussi une étrange sensation de malaise. La maison semblait avoir changé, comme si l'atmosphère avait été altérée par ce que j'avais vécu sur le toit. Malgré la disparition des bruits, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une présence inquiétante chaque fois que la nuit tombait. Il y avait une lourdeur dans l'air, un poids que je n'avais pas remarqué auparavant. La lumière que j'avais vue cette nuit-là restait un mystère non résolu, et je continuais à me demander ce qu'elle avait réellement été et ce qu'elle pouvait signifier. Chaque fois que je repense à cette nuit, je suis hanté par l'incertitude de ce que j'ai vu et ressenti. La maison est devenue un lieu où le mystère et la peur se mêlent, et malgré l'absence de bruit, je n'ai jamais pu retrouver la tranquillité d'esprit que j'avais avant cette expérience troublante.
Je travaillais comme réceptionniste dans un petit hôtel ancien situé en plein centre-ville. C'était un endroit plutôt tranquille, avec très peu d'interruptions pendant la nuit. L'hôtel avait un charme particulier avec ses vieux meubles et ses murs ornés de tapisseries démodées. Chaque nuit, je m'asseyais derrière le comptoir, attendant patiemment les rares clients qui se présentaient. La routine nocturne était assez monotone. J'aimais la tranquillité de ces heures tardives, loin de l'agitation du jour. Le crépuscule donnait à l'hôtel une atmosphère presque mystérieuse, accentuée par les vieux couloirs qui semblaient résonner au moindre bruit. Les lumières tamisées et le calme ambiant me donnaient une impression de sérénité, mais cette nuit-là allait être différente. Je ne savais pas encore que ma routine nocturne allait être perturbée de la manière la plus inattendue. Vers 2 heures du matin, alors que je me préparais à une autre longue nuit calme, la cloche de la réception a soudainement retenti, me tirant de ma torpeur. C'était étrange de recevoir une visite à cette heure tardive. En regardant le moniteur de sécurité, j'ai vu une femme qui se tenait devant l'entrée. Elle avait une apparence négligée, avec une robe sale et déchirée qui semblait presque dégoulinante. Elle semblait extrêmement agitée, ses yeux errant dans tous les sens comme si elle cherchait quelque chose. Lorsqu'elle est entrée dans le hall, elle m'a dit, d'une voix tremblante, qu'elle avait besoin d'une chambre pour se reposer. Je savais que la politique de l'hôtel interdisait les enregistrements aussi tardifs, mais face à sa détresse apparente, j'ai décidé de faire une exception. Malgré son apparence déconcertante, j'ai essayé de rester professionnel et de l'aider autant que possible. Elle était si insistante, et son état m'inspirait de la compassion. Cependant, il y avait quelque chose de troublant dans son comportement, un sentiment d'inconnu qui me mettait légèrement mal à l'aise. Je l'ai enregistré, lui ai donné les clés et lui ai montré le chemin vers sa chambre, sans savoir que cette nuit serait loin d'être ordinaire. Peu de temps après que la femme soit montée dans sa chambre, j'ai commencé à entendre des bruits étranges provenant du couloir où se trouvait sa chambre. Au début, je pensais que c'était peut-être des bruits de tuyauterie ou quelque chose de banal. Mais les sons sont devenus de plus en plus forts et inquiétants. J'entendais des coups sourds, des grattements incessants et des murmures indistincts. Chaque bruit semblait s'intensifier, et j'avais la sensation que quelque chose d'anormal se passait. Les bruits étaient tellement perturbants que je ne pouvais plus me concentrer sur mon travail. Je tentais de rationaliser la situation, en me disant que c'était probablement des bruits de vieux bâtiments ou des bruits résonnants, mais chaque minute qui passait augmentait mon anxiété. Finalement, je ne pouvais plus supporter la situation. J'étais devenue si nerveuse que j'ai décidé d'appeler la police, craignant que quelque chose de dangereux ne soit en train de se produire. Je ne savais pas quoi faire d'autre, et je sentais que la situation échappait à tout contrôle. La tension était palpable, et le sentiment de peur croissait avec chaque minute qui s'écoulait. Lorsque la police est arrivée, j'étais soulagée mais aussi nerveuse. Je les ai conduits à la chambre de la femme, et nous avons tous essayé d'ouvrir la porte. À notre grande surprise, elle était verrouillée de l'intérieur. Nous avons réussi à faire entrer les policiers, mais lorsque nous avons ouvert la porte, la chambre était complètement vide. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un ait été là. Les fenêtres étaient fermées et verrouillées, et tout semblait en ordre. La pièce était presque trop calme, et je pouvais sentir l'atmosphère étrange qui persistait. Je me suis senti désemparé et complètement perdu. La police a fouillé la pièce, mais il n'y avait rien d'anormal à signaler. Nous n'avons trouvé aucun indice qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. La femme semblait avoir disparu sans laisser de traces, et le mystère restait entier. Le seul élément étrange était un petit papier laissé sur la table de nuit, avec un message écrit en lettres tremblantes. Maintenant, tu sais ce qui arrive quand on ignore l'avertissement. Je ne pouvais pas comprendre ce que cela signifiait, mais ce message me hantait. Depuis cette nuit troublante, je n'ai jamais retrouvé la tranquillité d'esprit que j'avais avant. Le silence du bâtiment, autrefois apaisant, était maintenant devenu oppressant. Je ne pouvais plus fermer l'œil lors de mes tours de nuit, hanté par les souvenirs de cette femme étrange et des bruits mystérieux qui avaient envahi la nuit. Chaque fois que je repense à ce message laissé sur la table de nuit, je suis envahi par une angoisse profonde. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi cette femme avait-elle agi ainsi, et qu'est-ce que cela impliquait pour moi? Ces questions restaient sans réponse, et l'atmosphère du vieux hôtel semblait se charger de mystère et de malaise. Je ne savais pas si ce que j'avais vécu était le fruit de mon imagination ou si quelque chose de plus sinistre se cachait derrière. Depuis cette nuit-là, mes nuits de travail sont devenues un véritable calvaire.
et je n'ai jamais réussi à échapper à l'impression que quelque chose d'étrange et de dangereux continuait à rôder autour de moi. Le souvenir de cette femme et de sa disparition reste gravé dans ma mémoire, un mystère non résolu qui m'obsède encore aujourd'hui. Récemment, ma femme et moi avons acheté une vieille maison qui avait besoin de pas mal de rénovation. Pendant les travaux, nous avons découvert un miroir ancien caché dans un coin du grenier. C'était un grand miroir avec un cadre orné, recouvert de poussière et paraissant un peu délabré, mais il semblait encore en bon état. Nous avons décidé de le garder et de le placer dans le hall d'entrée, pensant qu'il ajouterait une touche de charme à la maison. Bien que le miroir fût un peu usé par le temps, nous avons pensé qu'il s'intégrerait parfaitement à notre intérieur en rénovation. Nous étions impatients de voir comment il s'intégrerait dans notre nouvel espace. Les premiers jours après l'installation du miroir se sont déroulés normalement. Nous n'avons rien remarqué de bizarre et le miroir semblait simplement faire partie de notre nouvel aménagement. Cependant, peu à peu, nous avons commencé à ressentir quelque chose de dérangeant. Chaque fois que nous passions par le hall, nous avions la sensation inconfortable d'être observés. Ce sentiment s'est intensifié avec le temps. La nuit, en particulier, nous avons commencé à voir des formes distordues et des ombres inexplicables dans le miroir. Au début, je pensais que c'était juste notre imagination, mais la sensation persistante et la fréquence des apparitions nocturnes ont commencé à nous troubler. Nous n'avions aucune explication rationnelle, mais chaque fois que nous regardions le miroir, quelque chose semblait étrangement hors de place. Une nuit, alors que ma femme était seule à la maison, elle a entendu un bruit étrange venant du hall. Intriguée et inquiète, elle est allée vérifier ce qui se passait. Lorsqu'elle est arrivée dans le hall, elle a trouvé le miroir légèrement incliné, alors qu'il était normalement bien fixé au mur. Elle a redressé le miroir, et en se tenant là, elle a vu une silhouette sombre reflétée derrière elle dans le miroir. En se retournant brusquement, elle n'a vu personne. Cette vision l'a tellement effrayée qu'elle a immédiatement couvert le miroir avec un drap, tentant de cacher ce qu'elle venait de voir. Elle était terrifiée et ne savait pas comment expliquer ce qu'elle avait perçu. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai trouvé le drap que ma femme avait utilisé pour couvrir le miroir jeté au sol. Le miroir était de nouveau incliné, comme si quelqu'un avait tenté de le déplacer. La vue du miroir dans cet état m'a immédiatement mis mal à l'aise. En examinant le hall, j'ai remarqué que le miroir était exactement comme ma femme l'avait laissé, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi il se déplaçait ainsi. Ce détail perturbant m'a rappelé quelque chose que mon grand-père m'avait dit. Les miroirs peuvent emprisonner des esprits. Ce souvenir m'a donné des frissons et a intensifié ma anxiété face à la situation. Nous avons décidé de ne plus toucher au miroir et avons essayé de l'oublier, mais la présence de ce miroir étrange continuait de nous hanter. Depuis cette nuit troublante, je n'ai jamais retrouvé la paix d'esprit que j'avais avant. Le hall d'entrée, autrefois un endroit accueillant, est devenu une zone que nous évitons autant que possible après la tombée de la nuit. La présence du miroir, même après avoir été recouvert et déplacé, continue de nous perturber. Nous avons finalement décidé de ranger le miroir dans le sous-sol, et nous n'avons jamais eu le courage de le réinstaller ou de l'examiner de nouveau. La maison, malgré toutes les rénovations, a gardé une atmosphère étrange et inconfortable. Chaque fois que je passe devant le sous-sol, je me demande ce que le miroir pourrait encore cacher et je me demande si nous avons vraiment réussi à échapper à son influence. L'incident avec le miroir reste un mystère pour nous, et il n'y a jamais eu d'explication logique à ce que nous avons vécu. Ce sentiment de malaise persiste, et même si le miroir est désormais caché, il continue de nous hanter par son simple souvenir. Cela fait quelques semaines que j'ai perdu ma petite amie dans un accident de voiture tragique. Chaque jour semble un brouillard épais de douleur et de solitude. Je passe la plupart de mon temps enfermé dans notre appartement, entouré de ses affaires, essayant de trouver un quelconque réconfort dans les souvenirs que nous avons partagés. Chaque coin de la pièce semble murmurer son absence, et le silence est devenu mon compagnon constant. Un soir, alors que je fais défiler mon fil d'actualité sur Facebook, mon cœur s'arrête. Une notification. Un message de Sarah. Mon esprit refuse d'accepter ce que mes yeux voient. Cela doit être une erreur, une mauvaise blague de quelqu'un qui n'a aucune idée de la douleur que je ressens. Avec des mains tremblantes, j'ouvre le message. « Salut, mon amour. Tu me manques tellement. » C'est tout ce qu'il dit. Ces mots simples,
qui étaient autrefois une source de joie, sont maintenant un coup de poignard dans mon cœur déjà brisé. Je me persuade que quelqu'un doit avoir accès à son compte, qu'il s'agit d'une mauvaise farce. Pourtant, une petite voix au fond de mon esprit commence à chuchoter des doutes. Comment quelqu'un pourrait-il connaître notre façon intime de nous appeler? Je commence à surveiller de plus près mon compte Facebook, espérant comprendre ce qui se passe. Chaque notification devient une source d'angoisse, chaque message un rappel douloureux de ce que j'ai perdu. Et malgré ma rationalité, je ne peux m'empêcher de me demander « Et si c'était vraiment elle ?» Les jours passent, et les messages continuent d'arriver. Ce qui au début ressemblait à une blague cruelle prend une tournure de plus en plus étrange et troublante. Les messages de Sarah ne sont plus de simples salutations, mais des conversations complètes, remplies de détails intimes que seule elle pouvait connaître. Un soir, je reçois un message disant « Je me souviens de la nuit où nous avons regardé les étoiles ensemble sur le toit. Tu m'avais dit que tu voulais que ce moment dure pour toujours. » Mon cœur s'emballe. Personne d'autre ne savait cela. C'était notre secret, un moment intime que nous n'avions partagé avec personne. Ma méfiance envers mes amis et ma famille grandit. Je commence à soupçonner tout le monde, mais personne n'admet être derrière ces messages. Chaque fois que j'aborde le sujet, je suis accueilli par des regards perplexes et des dénégations sincères. Je commence à prendre des captures d'écran de chaque message, essayant de trouver un indice, une trace de la personne qui pourrait se cacher derrière ce compte. Mais tout semble authentique, comme si c'était vraiment Sarah qui me parlait de l'au-delà. La tension monte à chaque nouvelle notification. Les messages deviennent plus personnels, plus profonds, et j'ai l'impression que Sarah essaie de me dire quelque chose d'important. Mais quoi? Et pourquoi maintenant? Ces questions hantent mes jours et mes nuits, transformant chaque instant en un cauchemar éveillé. Les messages de Sarah deviennent de plus en plus troublants. Ils mentionnent des détails que je n'avais jamais partagés avec personne, même des secrets que je croyais enfouis à jamais. Un soir, je reçois un message qui me glace le sang. « Je sais ce que tu as fait cet été-là, avec elle. » Il n'y a aucun moyen que quelqu'un d'autre puisse savoir cela. Ce sont des mots qui me rappellent une erreur passée, un acte que j'avais juré de ne jamais révéler. À partir de ce moment, des événements étranges commencent à se produire autour de moi. Les portes de mon appartement s'ouvrent et se ferment toutes seules, des objets changent de place, et j'entends des chuchotements dans la nuit. Parfois, j'ai l'impression qu'une présence invisible me suit, m'observant dans l'obscurité. Mon esprit commence à vaciller. La ligne entre la réalité et le cauchemar devient floue. Je ne sais plus à qui faire confiance, et je me demande même si je suis en train de perdre la raison. Chaque nouvel message de Sarah semble rapprocher davantage de la folie. Les messages parlent maintenant de notre vie ensemble, des souvenirs heureux qui deviennent soudainement teintés de menaces. Je décide de chercher des réponses. Je fouille dans nos anciens albums photos, je relis nos conversations passées, essayant de trouver un indice, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui se passe. Mais plus je cherche, plus je me perds dans un labyrinthe de souvenirs et de regrets. Il devient clair que quelque chose de sombre se cache derrière ces messages, quelque chose que je ne peux ni voir ni comprendre pleinement. L'idée que Sarah puisse réellement essayer de communiquer avec moi depuis l'au-delà devient une obsession. Je me tourne vers des forums en ligne, des experts en paranormal, à la recherche de toute explication plausible. Mais chaque réponse ne fait que renforcer mon sentiment de désespoir et d'impuissance. La situation atteint son paroxysme lorsque je reçois un message encore plus perturbant. « Va voir sous le lit ». Mon cœur bat la chamade alors que je m'approche lentement de la chambre. Les mains tremblantes, je me baisse pour regarder sous le lit, m'attendant à trouver quelque chose d'horrible. Mais il n'y a rien. Juste de la poussière et quelques vieilles chaussures. Ce message, pourtant, réveille en moi des souvenirs enfouis. Je me souviens d'une nuit où Sarah et moi avions parlé de nos peurs les plus profondes. Elle m'avait confié sa peur irrationnelle des monstres sous le lit, et nous avions ri de ce qui semblait alors une conversation enfantine. Pourquoi ce souvenir refait-il surface maintenant? Les messages continuent de devenir de plus en plus menaçants et spécifiques. Ils parlent d'événements que je n'ai jamais osé mentionner à personne, et de secrets que j'avais même oubliés. Une nuit, je reçois un message qui dit « Je suis toujours avec toi, même dans la mort ». Cette phrase me hante, me poursuivant même dans mes rêves. Je décide de fouiller dans le passé de Sarah, cherchant des indices sur ce qui pourrait expliquer ces messages. Je découvre qu'elle avait un journal intime, et je me mets à le lire avec avidité.
Ce que je trouve dans ces pages me glace le sang. Elle y parle de visions, de présences qu'elle ressentait parfois, des peurs qu'elle n'avait jamais osé me confier. Les messages de Sarah semblent devenir plus pressants, comme si elle essayait de me prévenir de quelque chose. Ils contiennent maintenant des avertissements voilés et des prédictions de choses qui se réalisent peu de temps après. Un jour, je reçois un message qui dit « Ne réponds pas à la porte demain soir ». Par pure prudence, je décide de suivre ce conseil. Le lendemain soir, à l'heure exacte mentionnée dans le message, quelqu'un frappe à ma porte. Je ne réponds pas, et après quelques minutes, les coups cessent. Les événements prennent un tel tournant que je commence à douter de ma propre santé mentale. Je me demande si tout cela n'est pas une manifestation de mon propre esprit, une manière tordue de gérer mon deuil. Mais les preuves sont là, tangibles et effrayantes. Le point culminant de cette expérience arrive avec un dernier message de Sarah, « Tu dois savoir la vérité ». Je suis maintenant consumé par la peur et le désespoir, prêt à tout pour comprendre ce qui se passe. Le message contient une adresse et un nom que je ne reconnais pas, mais je ressens un besoin impérieux d'aller voir. Je me rends à l'adresse indiquée, une vieille maison à l'extérieur de la ville. En entrant, je découvre des photos de Sarah enfant, des objets qui lui appartenaient, et enfin, un journal qui semble être celui de sa mère. En feuilletant les pages, je découvre un secret terrifiant. Sarah était adoptée, et sa famille biologique avait une histoire de troubles mentaux graves, y compris des hallucinations et des comportements psychotiques. Cette révélation change tout. Je comprends maintenant que Sarah elle-même avait probablement des visions et des expériences similaires, mais qu'elle ne m'en avait jamais parlé par peur de paraître folle. Les messages prennent une nouvelle dimension à la lumière de cette découverte. Ils ne sont plus simplement des communications de l'au-delà, mais peut-être des fragments de l'esprit tourmenté de Sarah, une sorte de lien psychique qui s'est manifesté après sa mort. Finalement, la vérité révélée, je prends la décision de mettre fin à cette communication perturbante. Je supprime le compte Facebook de Sarah et désinstalle l'application de mon téléphone, espérant que cela suffira à couper ce lien étrange. Les jours suivants, je me sens plus calme, mais une partie de moi reste toujours sur le qui-vive, s'attendant à voir un autre message apparaître. Le dernier paragraphe du journal de Sarah résonne dans mon esprit. Même dans la mort, l'amour véritable ne disparaît jamais. Cela me laisse avec un sentiment ambivalent de paix et de terreur, me rappelant que certaines connexions sont trop puissantes pour être complètement brisées. Il y a quelques années, ma femme et moi avons décidé de passer un week-end dans une maison de campagne que nous avions louée pour échapper à l'agitation de la ville. La maison était isolée, entourée de grands arbres et un silence presque oppressant régnait en maître. En arrivant, nous avons trouvé le lieu charmant et idéal pour se détendre. Nous avons été accueillis par une ambiance tranquille, et le cadre pittoresque nous a immédiatement séduits. Nous avons pensé que ce serait l'endroit parfait pour nous reposer et profiter d'un moment de calme. Le silence autour de la maison était si profond qu'il semblait presque palpable, mais nous étions enthousiastes à l'idée de passer un bon moment et nous avons installé nos affaires avec plaisir. Lors de notre première nuit dans la maison, nous avons été réveillés par un bruit étrange venant de l'étage supérieur. C'était comme si quelqu'un marchait dans le couloir, malgré le fait que nous étions seuls dans la maison. Au début, nous avons pensé que c'était simplement le vieux plancher qui grinçait, ce qui est courant dans les maisons anciennes. Cependant, le bruit persistait et semblait se rapprocher de notre chambre. Chaque pas résonnait dans le silence de la nuit, et l'angoisse grandissait avec chaque minute qui passait. Nous avons essayé de rester calmes et de rationaliser le phénomène, mais la sensation de présence et la répétition du bruit étaient de plus en plus inquiétantes. Lors de la deuxième nuit, le bruit étrange a continué, mais cette fois, il était accompagné de chuchotements indistincts venant de l'étage supérieur. Inquiets, nous avons décidé d'explorer pour comprendre ce qui se passait. En montant les escaliers, nous avons trouvé l'étage vide, sans signe de vie ni de perturbation. Le silence était presque aussi oppressant que les bruits eux-mêmes, et nous avons eu l'impression d'être observés. La sensation de malaise était palpable, et malgré nos efforts pour rationaliser la situation, le sentiment d'une présence invisible persistait. Cette nuit-là, nous avons eu du mal à dormir, hantés par la peur de ce qui se passait au-dessus de nous. Le troisième soir, alors que nous étions installés dans le salon, nous avons entendu des coups frappés à la porte d'entrée. En allant vérifier, nous avons trouvé la porte fermée et personne à l'extérieur. Cependant, à notre grande horreur,
nous avons découvert des empreintes ensanglantées menant jusqu'à la porte. Les empreintes semblaient se mouvoir en cercle, comme si quelqu'un avait tourné autour de la porte ou avait attendu là. Cette découverte nous a profondément terrifiés. Les empreintes et les bruits étranges nous ont convaincus qu'il était temps de quitter la maison. Nous étions paralysés par la peur et nous avons décidé de partir immédiatement, sans explication claire pour ce que nous venions de vivre. Depuis cette nuit effrayante, nous n'avons jamais eu le courage de retourner dans cette maison. La peur que nous avons ressentie et les empreintes ensanglantées laissées sur le sol nous hantent encore. Nous avons abandonné l'idée de comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. La maison, qui devait être un havre de paix, est devenue un lieu de terreur pour nous. Nous avons évité toute nouvelle excursion dans des endroits isolés et chaque fois que nous passons devant une maison semblable, nous nous rappelons avec angoisse ce que nous avons vécu. Le sentiment d'être observé et les images des empreintes ensanglantées continuent de nous hanter, laissant une cicatrice durable sur notre esprit. Je travaillais comme gardien de nuit dans un vieux hôpital psychiatrique. Les nuits étaient généralement calmes, avec peu de patients éveillés et peu d'activité. Cependant, une nuit en particulier a complètement changé ma perception de ce qui peut se passer dans un hôpital. C'était vers 2 heures du matin quand j'ai entendu un bruit étrange venant de l'aile des patients les plus agités. Au début, j'ai pensé que c'était juste un patient en crise, mais le son semblait plus comme un traînement. Intrigué, j'ai décidé d'aller enquêter, croyant qu'il pourrait s'agir d'un problème avec l'un des patients. En arrivant à l'aile des patients, tout était étrangement silencieux. En passant devant une chambre, j'ai remarqué quelque chose de perturbant. La porte était entr'ouverte et une faible lumière émanait de l'intérieur. Je suis entré dans la chambre et l'ai trouvée vide, mais le sol était couvert de marques étranges, comme si quelque chose de lourd avait été traîné hors de la pièce. J'ai cherché des explications, mais il n'y avait rien d'évident. Les marques semblaient mener vers le couloir, et un sentiment croissant de malaise s'emparait de moi. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, mais tout ce que j'ai trouvé était ce sol marqué et cette lumière vacillante. J'ai suivi les marques étranges le long du couloir jusqu'à une zone de stockage au bout du corridor. Chaque pas que je faisais semblait résonner plus fort dans le silence oppressant. En arrivant à l'endroit, j'ai trouvé un grand armoire fermé à clé. Une sensation croissante d'inconfort m'envahissait, et je n'avais pas l'intention de forcer l'entrée de l'armoire. L'atmosphère autour de moi devenait de plus en plus lourde, et l'idée que quelque chose de sinistre pouvait se cacher derrière cette porte me poussait à appeler la sécurité de l'hôpital pour qu'ils viennent vérifier. Quand l'équipe de sécurité est arrivée, ils ont ouvert l'armoire avec une rapidité qui contrastait avec mon anxiété croissante. À l'intérieur, il n'y avait que des couvertures et des oreillers vieux et usés. Aucun signe d'intrusion ou d'activité suspecte ne pouvait expliquer ce que j'avais vu. Malgré cela, la sensation de présence persistait. Il était clair que quelque chose d'inexplicable avait eu lieu. Même après que l'armoire ait été inspectée, je ne pouvais pas secouer le sentiment que nous n'étions pas seuls, que quelque chose ou quelqu'un avait laissé une empreinte dans ce couloir sombre. Depuis cette nuit troublante, quelque chose a changé dans l'hôpital. Le silence semblait maintenant plus lourd, et le couloir où j'avais trouvé les marques était devenu un endroit que je préférais éviter. Chaque fois que je passais près de cet endroit, une sensation de malaise m'envahissait, comme si des yeux invisibles me suivaient. Je n'ai jamais pu comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, et cette incertitude me hantait. Le sentiment d'être observé persiste, même après toutes ces années, et je ne peux plus entrer dans cet hôpital sans me rappeler les événements inquiétants de cette nuit. C'est comme si une partie de ce que j'ai vécu était restée accrochée à ces lieux, me rappelant que parfois, le mystère est plus terrifiant que toute explication. Je n'ai jamais été du genre à croire aux phénomènes surnaturels, mais une expérience récente a complètement changé ma perspective. Je vivais dans une vieille maison qui avait été rénovée plusieurs fois au fil des ans. C'était une maison magnifique, avec des boiseries élégantes et des vitraux colorés, mais elle avait une ambiance étrange, comme si elle était toujours en train de m'observer. Chaque coin et recoin de cette maison semblait murmurer des secrets oubliés, et parfois, j'avais l'impression d'être suivi par des yeux invisibles. Pourtant, j'ai toujours écarté ces sensations comme étant le fruit de mon imagination. Les vieilles maisons ont souvent ce genre d'atmosphère, non? Un soir, mes parents avaient décidé de rendre visite à des amis dans une autre ville, et j'avais choisi de rester à la maison, profitant du calme. Après une journée chargée, je me suis installé dans le salon, prêt à me détendre devant la télévision.
Le silence de la maison était apaisant, presque réconfortant. Alors que je regardais la télévision, j'ai entendu un bruit venant de l'étage supérieur, du côté de la salle de bain. Au début, je pensais que c'était simplement la maison qui craquait, comme cela arrivait parfois. J'ai ignoré le bruit, me concentrant à nouveau sur mon émission. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu à nouveau ce bruit. Cette fois, il semblait plus clair, presque comme un murmure. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, mais je me suis dit que ce n'était rien de grave. Peut-être un courant d'air, ou simplement les tuyaux de la maison. Malgré mes tentatives de rationalisation, la curiosité et une légère inquiétude ont commencé à s'installer en moi. J'ai éteint la télévision et me suis levé doucement, essayant de ne pas faire de bruit. Lentement, j'ai monté les escaliers, chaque marche grinçant sous mes pieds. Mon cœur battait de plus en plus fort à mesure que je me rapprochais de la salle de bain. Lorsque je suis arrivé devant la porte, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tourné la poignée avec précaution. La porte s'est ouverte en silence et j'ai allumé la lumière. Rien ne semblait anormal à première vue. En regardant autour de moi, tout semblait en ordre. J'étais sur le point de partir quand j'ai remarqué quelque chose sur le miroir. Il y avait une marque, comme si quelqu'un avait passé la main sur le verre. C'était étrange, car j'avais nettoyé le miroir plus tôt dans la journée. Je me suis approché pour mieux voir, pensant que c'était peut-être juste de la vapeur ou une tache que j'avais manquée. À ce moment-là, j'ai vu un visage apparaître dans le miroir. Ce n'était pas le mien. C'était un visage pâle, avec des yeux noirs et profonds, qui me regardait fixement. Un cri de terreur m'échappa, et je reculai précipitamment, trébuchant et tombant sur le sol. Le visage restait là, immobile, me fixant intensément. Paralysé par la peur, je n'arrivais pas à détacher mon regard de ce spectre terrifiant. Finalement, rassemblant toutes mes forces, je me suis levé et j'ai couru hors de la salle de bain, descendant les escaliers à toute vitesse. J'ai couru jusqu'au salon, attrapant le téléphone d'une main tremblante. J'ai composé le numéro de ma mère, et quand elle a répondu, j'étais en larmes, incapable de parler correctement. Entre les sanglots, j'ai réussi à lui expliquer ce que j'avais vu. Elle a essayé de me calmer, me disant qu'il revenait immédiatement à la maison. En attendant leur arrivée, je me suis assise sur le canapé, mes yeux fixés sur les escaliers. Chaque petit bruit me faisait sursauter. J'entendais encore des sifflements, comme des murmures fantomatiques, et des pas légers venant de l'étage. La peur m'empêchait de bouger, comme si j'étais figé sur place. Le temps semblait s'étirer indéfiniment, chaque seconde étant une épreuve. Finalement, j'ai entendu la voiture de mes parents se garer dans l'allée. J'ai couru dehors, les larmes coulant toujours sur mon visage, et j'ai sauté dans les bras de ma mère. Elle m'a serré fort, essayant de me rassurer que tout irait bien. Le lendemain, nous avons appelé un prêtre pour bénir la maison. Il est arrivé avec son eau bénite et son encens, récitant des prières en marchant de pièce en pièce. Il a dit qu'il sentait une présence, quelque chose de sombre qui avait besoin d'être expulsé. Je restais près de mes parents, me sentant légèrement réconforté par ces paroles, mais toujours terrifié à l'idée de ce qui pourrait rester caché dans les ombres. Après la bénédiction, les choses ont semblé revenir à la normale. Les bruits ont cessé, et je n'ai plus vu ce visage horrible dans le miroir. Pourtant, une partie de moi ne se sentait jamais complètement en sécurité. Chaque nuit, je m'endormais avec une lumière allumée, redoutant de revivre cette expérience terrifiante. Quelques mois plus tard, nous avons décidé de déménager. La nouvelle maison était plus moderne, plus lumineuse, et n'avait pas ce sentiment oppressant de surveillance constante. Cependant, malgré le changement d'environnement, les souvenirs de cette nuit me hantaient toujours. Je faisais des cauchemars récurrents du visage pâle et des yeux noirs. Cette expérience m'a appris à ne jamais sous-estimer ce que nous ne pouvons pas voir. Parfois, le plus grand des frissons vient de l'inconnu, de ce qui pourrait être en train de nous observer, même si nous ne pouvons pas le percevoir. J'ai toujours été une personne rationnelle, préférant la logique aux superstitions. Cependant, une série d'événements étranges a mis à l'épreuve toutes mes croyances. Tout a commencé lorsque j'ai emménagé dans un ancien appartement au centre-ville. C'était un bâtiment charmant, construit dans les années 1920, avec des plafonds hauts et des moulures décoratives. J'aimais beaucoup l'atmosphère vintage du lieu, malgré son âge avancé. La première nuit, après une longue journée de déménagement,
je me suis endormi rapidement. Le silence de l'appartement était apaisant, et je me sentais confortablement installé dans ce nouvel espace. Le charme ancien de l'appartement me réconfortait, et je me suis laissé aller à une bonne nuit de sommeil, pensant que tout serait parfait dans ce nouvel endroit. Vers 3 heures du matin, je me suis réveillé en sursaut à cause d'un susurrement indistinct près de mon lit. Encore à moitié endormi, j'ai essayé de rationaliser le bruit, me disant qu'il venait probablement de l'extérieur ou des voisins discutant dans la rue. Mais le susurrement semblait étrangement proche, presque comme si quelqu'un chuchotait juste à côté de moi. Cette proximité du son me mettait mal à l'aise. Le susurrement paraissait si proche et réel que j'ai ressenti un frisson me parcourir. J'ai tenté de me convaincre que c'était juste mon imagination, mais le sentiment d'inconfort persistait, m'empêchant de me rendormir paisiblement. À mesure que les nuits passaient, le susurrement devenait de plus en plus clair et inquiétant. Chaque fois que je fermais les yeux, je ne pouvais m'empêcher de tendre l'oreille, redoutant ce que je pourrais entendre. Le murmure semblait presque articuler des mots, mais dans une langue étrangère que je ne pouvais pas identifier. L'angoisse m'envahissait chaque soir. J'avais du mal à dormir, et l'idée que quelque chose de mystérieux se passait dans mon appartement me hantait. J'ai tenté de trouver une explication logique, comme un problème de plomberie ou de ventilation, mais tout semblait en ordre. L'inquiétude grandissait, et le fait que je ne puisse pas comprendre ces bruits étranges me rendait de plus en plus paranoïaque. La sensation d'être observé, même en étant seul, m'empêchait de trouver le repos. Une nuit, j'ai décidé d'enregistrer les sons avec mon téléphone. Le lendemain, en écoutant la lecture, j'ai entendu clairement le susurrement, mais avec un détail terrifiant. Il y avait une voix qui répétait mon nom, dans un ton bas et menaçant. Mon sang s'est glacé et un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Comment cela pouvait-il être possible? Qui pouvait faire cela? Décidé à aller plus loin, j'ai parlé avec mes voisins, mais personne n'avait entendu quelque chose d'étrange. L'un d'eux, un vieil homme qui vivait dans l'immeuble depuis des décennies, a mentionné que l'appartement où je résidais avait été vide pendant longtemps après une tragédie. Un ancien locataire, un homme solitaire et perturbé, s'était suicidé là-bas, et depuis, peu de gens voulaient y vivre. Cette histoire m'a encore plus inquiété, mais j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. J'ai engagé un spécialiste des phénomènes paranormaux pour enquêter sur l'appartement. Il est venu avec des équipements pour mesurer l'activité spirituelle et a effectué une série de rituels. Pendant une séance, il est entré en transe et a commencé à parler avec une voix qui n'était pas la sienne, décrivant un homme triste et plein de colère, piégé entre ce monde et l'autre. Après la séance, les susurrements ont diminué, mais n'ont jamais complètement disparu. Finalement, j'ai décidé de déménager dans un autre endroit. Même après mon départ, il m'arrive encore de me réveiller au milieu de la nuit, convaincu d'entendre mon nom murmurer dans les ombres. Cette expérience m'a appris qu'il y a plus entre le ciel et la terre que ce que nous pouvons comprendre. Certains secrets anciens ne trouvent jamais réellement le repos. Chaque fois que je pense à cet appartement, un frisson me parcourt l'échine et je me rappelle que certaines choses échappent à notre compréhension et peuvent nous hanter bien au-delà de notre imagination. Je me souviens de cette petite ville comme si c'était hier, un endroit oublié par le temps, où chaque coin de rue semblait murmurer des secrets anciens. Au sommet d'une colline, le vieux manoir se dressait, imposant et silencieux, témoin des disparitions mystérieuses d'enfants, génération après génération. Les habitants parlaient d'une maison vivante, avide d'âmes jeunes, mais j'ai toujours cru que ce n'était que des histoires pour effrayer les enfants. Avec mes amis, nous étions fascinés par ces légendes. Nous étions jeunes et pleins de courage, ou peut-être de naïveté, et nous avons décidé qu'il était temps de percer ce mystère. Pourquoi le manoir restait-il inoccupé? Quelle vérité se cachait derrière ces disparitions? Nous avions besoin de savoir, de sentir l'adrénaline de l'inconnu. Le jour où nous avons décidé d'explorer le manoir, le ciel était d'un gris menaçant, comme pour nous avertir. Mais rien ne pouvait nous arrêter. Armés de nos lampes de poche et de notre détermination, nous nous sommes dirigés vers la vieille bâtisse, ignorant les regards inquiets des anciens de la ville qui semblaient lire notre destin dans les ombres mouvantes. Lorsque nous avons franchi les grilles rouillées du manoir, un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Le crépuscule tombait, enveloppant la maison d'une aura presque palpable de mystère. À mesure que nous approchions, le silence était assourdissant, seulement perturbé par le craquement de nos pas sur les feuilles mortes. Dès que nous avons ouvert la porte d'entrée,
Un air froid et stagnant nous a accueillis. L'intérieur était comme figé dans le temps, chaque meuble recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Pourtant, il y avait une beauté étrange dans cette décrépitude, un charme sinistre qui nous incitait à aller plus loin. Nous avons commencé notre exploration, nos lampes de poche illuminant des portraits oubliés et des objets abandonnés. C'est dans l'une des pièces du rez-de-chaussée que nous sommes tombés sur un vieux bureau, couvert de journaux intimes poussiéreux. Curieux, nous avons feuilleté ces pages jaunies qui dévoilaient petit à petit les pratiques sombres des anciens propriétaires, des rituels sinistres dont nous ne pouvions encore saisir toute l'horreur. Malgré l'oppression de l'endroit, une étrange excitation nous poussait à continuer. Nous étions sur le point de découvrir ce que personne n'avait jamais osé affronter. Alors que nous poursuivions notre exploration, l'atmosphère autour de nous commença à changer. Les portes grinçaient, se fermant d'elles-mêmes, comme si elles obéissaient à une volonté invisible. Les ombres sur les murs semblaient prendre vie, dansant à la lueur de nos lampes de poche. C'est alors que j'ai commencé à entendre des chuchotements, un murmure indistinct qui semblait provenir des murs eux-mêmes. Au début, je pensais que mon esprit me jouait des tours, mais lorsque j'ai vu les visages de mes amis se figer de peur, j'ai compris que je n'étais pas le seul à entendre ces voix fantomatiques. Les ombres prenaient des formes de plus en plus menaçantes, et chaque pièce que nous traversions semblait nous rapprocher un peu plus de la source de cette terreur. Nous avons alors compris que la maison nous testait, exploitant nos peurs les plus intimes pour nous briser. L'un après l'autre, mes amis ont été confrontés à leurs cauchemars. J'ai vu l'un d'eux s'effondrer, hurlant à la vue d'une silhouette qui n'existait que pour lui. Je sentais la maison s'immiscer dans nos esprits, brouillant la frontière entre la réalité et l'illusion. Chaque instant passé dans cet endroit maudit renforçait ma certitude que nous n'étions pas les bienvenus ici. En feuilletant les journaux intimes, nous avons découvert des détails troublants sur les anciens habitants du manoir. Les mots écrits avec soin sur ces pages révélaient des rituels de sacrifice exécutés pour préserver une jeunesse éternelle, une pratique sombre qui liait l'âme des enfants disparus à la maison elle-même. À mesure que nous lisions, une prise de conscience terrifiante s'est imposée à nous. La maison était vivante, alimentée par les âmes piégées entre ses murs. Chaque génération de propriétaires avait contribué à ce cycle macabre, sacrifiant ce qu'il avait de plus cher pour obtenir l'immortalité. Les chuchotements devinrent plus insistants, comme si la maison savait que ses secrets avaient été dévoilés. Une peur paralysante s'empara de nous, mais nous savions qu'il fallait comprendre toute la vérité pour espérer échapper à ce cauchemar. Nous avons décidé de quitter la pièce, mais chaque pas semblait nous enfoncer plus profondément dans l'emprise de la maison. Nous étions piégés dans un labyrinthe de terreur, et plus nous tentions de nous échapper, plus la maison semblait jouer avec nos esprits, brouillant notre sens de la réalité et nous séparant les uns des autres. Alors que nous cherchions désespérément une issue, la maison continuait de se jouer de nous. Mes amis, terrifiés et désorientés, disparaissaient un à un, engloutis par les ténèbres. Chaque cri que j'entendais résonner à travers les couloirs me glaçait le sang, et je savais qu'il ne me restait que peu de temps. Dans un ultime élan de lucidité, j'ai trouvé une fenêtre partiellement ouverte. Avec toute la force que me procurait la peur, je l'ai poussée et je me suis faufilé à l'extérieur, tombant lourdement sur le sol humide. Je me suis relevé, le cœur battant, et j'ai couru sans me retourner, laissant derrière moi cette maison maudite. De retour dans la ville, je me suis effondré, incapable de croire que j'avais échappé à l'emprise du manoir. Mais même en sécurité, un sentiment de terreur persistait. Je savais que la maison continuerait à attirer des victimes, qu'elle était insatiable et patiente, prête à perpétuer son cycle de terreur. Je porte encore aujourd'hui le poids de cette nuit sur mes épaules, hanté par les visages de mes amis et les cris qui résonnent dans mes cauchemars. Je suis le dernier à avoir échappé au manoir, mais je sais que je ne serai pas le dernier à entendre son appel. C'était une nuit ordinaire, ou du moins, c'est ce que je pensais. Je m'appelle Marc, et j'ai toujours aimé faire de longues promenades nocturnes pour me détendre après une journée stressante. Ce soir-là, l'air était frais, le ciel dégagé, et je pouvais entendre le doux bruit de mes pas résonner dans les rues calmes de mon quartier. La tranquillité de la nuit m'apportait une certaine paix intérieure, un moment où je pouvais vraiment me retrouver. Je marchais sans but précis, profitant simplement du silence apaisant de la nuit. Les réverbères projetaient des ombres allongées sur le trottoir, et la lueur pâle de la lune éclairait mon chemin. Il n'y avait pratiquement personne dehors, et je me sentais en sécurité dans ce cadre familier.
Jamais je n'aurais imaginé que cette promenade nocturne allait devenir le début de mon pire cauchemar. C'est alors que je l'ai vu pour la première fois. Un homme étrange se tenait de l'autre côté de la rue, immobile sous un réverbère. Il était impeccablement habillé, portant un costume noir qui semblait étrangement déplacé à cette heure de la nuit. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'était son sourire. Un sourire large et figé, comme s'il était gravé sur son visage. Ses yeux, pourtant, ne souriaient pas. Ils semblaient vides, presque morts. Au début, j'ai pensé qu'il attendait quelqu'un, ou qu'il avait peut-être un problème. J'ai continué à marcher, essayant de ne pas y prêter attention. Mais à chaque pas que je faisais, il en faisait un aussi, en parfaite synchronisation. Ses mouvements étaient étranges, presque mécaniques, comme s'il imitait mes gestes de manière grotesque. Un frisson a parcouru mon échine. J'ai accéléré le pas, espérant que l'homme disparaîtrait à la prochaine intersection. Mais non, il était toujours là, me suivant de loin, avec ce sourire effrayant collé sur son visage. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. La panique commençait à monter en moi. Je décidai de changer de direction, espérant perdre l'homme étrange. Je pris à droite, puis à gauche, empruntant des chemins que je connaissais à peine. Mais chaque fois que je regardais par-dessus mon épaule, il était toujours là, me suivant, imitant mes mouvements de manière grotesque et inquiétante. Je traversais la rue, espérant qu'il se lasserait et s'en irait, mais il restait derrière moi, ses pas résonnant en écho aux miens. Son sourire restait inchangé, toujours aussi dérangeant, et ses yeux morts semblaient me transpercer. Mon cœur battait la chamade, et chaque coin de rue que je tournais semblait me rapprocher davantage de ce cauchemar ambulant. J'accélérais encore, prenant des ruelles sombres et des raccourcis. Chaque fois que je pensais l'avoir semé, je le voyais réapparaître, toujours avec cette même expression effrayante. La situation devenait de plus en plus irréelle, et je sentais l'angoisse grandir en moi. La peur d'être suivi, traqué par cet homme au sourire macabre, commençait à me paralyser. C'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure encore plus terrifiante. Sans avertissement, l'homme a commencé à courir vers moi. Son sourire semblait s'élargir, devenant encore plus sinistre, tandis que ses jambes s'étiraient dans une course effrayante. Mon instinct de survie a pris le dessus et je me suis mis à courir aussi vite que possible. Le bruit de ses pas précipités résonnait derrière moi, me poussant à aller plus vite. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, et chaque souffle devenait un effort douloureux. Les rues semblaient se resserrer autour de moi, et les ombres des réverbères prenaient des formes menaçantes. Je ne savais pas où aller, je voulais juste m'échapper de cet homme cauchemardesque. Je tournais coin après coin, mes pieds frappant durement le trottoir. Chaque fois que je jetais un coup d'œil derrière moi, il était là, toujours à la même distance, toujours avec ce sourire dément. Le monde semblait rétrécir, mon champ de vision se réduisait, et tout ce qui comptait, c'était de mettre le plus de distance possible entre lui et moi. Enfin, je vis ma maison au bout de la rue. Rassemblant mes dernières forces, je me précipitai vers la porte, l'ouvris à la volée et me jetai à l'intérieur, claquant la porte derrière moi. Je pouvais encore entendre ses pas lents et réguliers de l'autre côté, mais au moins, j'étais en sécurité, pour l'instant. Une fois à l'intérieur, je me suis effondré contre la porte, essayant de reprendre mon souffle. Mon cœur battait toujours à tout rompre et mes mains tremblaient de manière incontrôlable. J'écoutais, tendant l'oreille pour percevoir le moindre son, mais tout était silencieux. L'homme était-il parti? Ou était-il encore là, à attendre dans l'ombre? Les jours qui ont suivi ont été marqués par une peur constante et omniprésente. Chaque promenade nocturne, autrefois source de tranquillité, était désormais imprégnée de terreur. Je ne pouvais plus m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule, redoutant de voir ce sourire sinistre réapparaître. Je me surpris à vérifier plusieurs fois que les portes et les fenêtres étaient bien verrouillées avant de me coucher. La nuit, je me réveillais souvent en sursaut, persuadé d'entendre des bruits de pas à l'extérieur. Le souvenir de ce visage souriant hantait mes rêves, transformant mes nuits en un cycle incessant de cauchemars. Cet incident a laissé une marque indélébile sur moi. Ce qui avait commencé comme une simple promenade nocturne s'était transformé en un voyage au cœur de la peur la plus pure. Désormais, chaque coin sombre et chaque silence de la nuit portait l'ombre de cet homme au sourire macabre. Je savais que je ne serais plus jamais le même, et que cette nuit continuerait à me hanter pour le reste de ma vie.
C'était une soirée tranquille, et j'étais seul chez moi. J'avais passé une journée longue et épuisante, et enfin, j'avais ce moment de répit que j'attendais avec impatience. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la télévision en arrière-plan. J'aimais cet espace, c'était mon refuge, un endroit où je me sentais totalement en sécurité. Le salon, avec ses meubles confortables et ses lumières tamisées, créait une atmosphère de calme parfait. Je me suis installé sur le canapé, une tasse de thé chaud à la main, profitant de la rare occasion d'être seul. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la solitude, une chance de se détendre vraiment sans interruption. Alors que je regardais la télévision, j'étais enveloppé par un sentiment de paix. La maison était comme une forteresse, un lieu où rien ne pouvait me déranger. Les portes étaient verrouillées, les rideaux tirés, et je me sentais totalement isolé du reste du monde. Ce sentiment de sécurité était apaisant, presque un peu endormant, comme une couverture chaude par une nuit froide. Mais parfois, même dans les endroits les plus sûrs, l'inattendu peut surgir de nulle part, et ce soir-là, je n'avais aucune idée de ce qui allait briser cette tranquillité. Alors que je m'enfonçais dans le confort de ma soirée, un bruit soudain a interrompu le silence. Des coups forts frappaient à la porte d'entrée. J'ai sursauté, le cœur battant plus vite. C'était étrange, surtout à une heure si tardive. Je n'attendais personne, et ces coups semblaient particulièrement insistants. Je me suis levé du canapé et me suis approché de la porte avec précaution, jetant un coup d'œil par la fenêtre pour voir qui pouvait être là. De l'autre côté, un homme se tenait debout, l'air agité et débraillé. Ses vêtements étaient sales et froissés, et son comportement semblait à la fois désespéré et erratique. Il avait un regard perçant, presque inquiet, et il m'a demandé, d'une voix tremblante, s'il pouvait utiliser mon téléphone. Le ton de sa voix, empreint de nervosité, m'a immédiatement mis mal à l'aise. Il y avait quelque chose de dérangeant dans son comportement, quelque chose qui me disait de ne pas ouvrir la porte. J'ai hésité, mes pensées tourbillonnant alors que j'essayais de décider quoi faire. La nuit, qui était si paisible jusqu'à présent, semblait désormais chargée d'une menace invisible. Je me suis figé un instant, incapable de décider ce que je devais faire. Mon instinct me disait de ne pas ouvrir la porte, malgré les supplications de l'homme. J'ai pris une grande inspiration, et essayant de garder mon calme, j'ai répondu à travers la porte, lui proposant de passer l'appel à sa place. Mais il a rejeté ma proposition, insistant pour entrer lui-même. Sa voix était devenue plus pressante, presque désespérée, et son comportement se faisait de plus en plus agité. Les coups à la porte se faisaient plus violents, et j'ai vu ses mains trembler en secouant la poignée. Le bruit des coups résonnait dans la maison, amplifiant la sensation de danger imminent. Mon cœur battait la chamade, et une sueur froide a commencé à perler sur mon front. La tension dans l'air était palpable, et je sentais une montée d'adrénaline alors que je réalisais que la situation échappait à tout contrôle. J'ai commencé à imaginer les pires scénarios. Et si cet homme était armé ou s'il tentait de forcer l'entrée? Le sentiment de sécurité que j'avais précédemment était maintenant remplacé par une peur croissante. Chaque coup porté à la porte était comme un rappel brutal que je n'étais pas aussi protégé que je le pensais. En regardant autour de moi, j'ai décidé qu'il était impératif de sécuriser la maison avant qu'il ne soit trop tard. En proie à la panique, j'ai foncé à travers la maison pour verrouiller toutes les portes et fenêtres. Mes mains tremblaient alors que je m'efforçais de tourner les clés et de fermer les loquets. Le bruit des coups à la porte ne cessait d'augmenter, chaque impact résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la nuit. J'ai entendu l'homme crier et frapper encore plus fort, ses tentatives pour entrer devenant de plus en plus désespérées. Mon esprit était en ébullition, chaque seconde semblait durer une éternité alors que je me battais pour sécuriser chaque ouverture de la maison. Les bruits de la porte étaient accompagnés de grincements de fenêtres et de claquements de volets, amplifiant la sensation d'urgence et de danger imminent. Finalement, j'ai réussi à attraper mon téléphone, bien que mes doigts glissaient sur les touches à cause de ma nervosité. En composant le numéro de la police, j'ai essayé de garder ma voix aussi calme que possible, mais je pouvais à peine cacher l'angoisse qui la déformait. J'ai expliqué la situation en bégayant, décrivant l'homme et l'urgence de la situation. Pendant ce temps, les coups se faisaient de plus en plus forts, comme si l'homme essayait de briser la porte pour entrer de force. La peur que je ressentais était presque palpable, et j'étais figé dans l'attente désespérée de l'arrivée de la police, priant pour qu'il arrive avant que les choses ne dégénèrent. Finalement, j'ai entendu les sirènes de la police qui se rapprochaient,
et j'ai ressenti un immense soulagement. Les coups à la porte se sont arrêtés brusquement, remplacés par des voix autoritaires et des ordres donnés par les agents. Ils ont rapidement maîtrisé l'homme, qui s'est révélé être un criminel recherché pour plusieurs délits dans la région. Lorsque les policiers ont emmené l'individu, je suis resté là, encore sous le choc. J'ai observé les agents vérifier la maison pour s'assurer que tout était en ordre avant de partir. Je me suis senti incroyablement soulagé, mais aussi profondément perturbé par ce qui venait de se passer. L'adrénaline commençait enfin à se dissiper, laissant place à un sentiment de vulnérabilité. La tranquillité que j'avais toujours associée à ma maison avait été brisée. Depuis cette nuit-là, ma perception de la sécurité chez moi a changé radicalement. Je vérifie constamment les portes et fenêtres, et je suis devenu excessivement prudent. Chaque petit bruit inattendu me rappelle ce soir-là, et je suis toujours sur le qui-vive, conscient que même dans les endroits les plus sûrs, le danger peut surgir de manière imprévisible. C'était une époque de ténèbres et de conflits, au cœur des années 1940. La Seconde Guerre mondiale faisait rage, plongeant le monde dans un abîme de désespoir et de destruction. En tant que scientifique russe, j'étais impliqué dans des projets que même l'imagination la plus fertile ne pourrait concevoir. Un de ces projets secrets allait bientôt me hanter pour le reste de ma vie. Le gouvernement soviétique, avide de nouvelles armes et de technologies avancées, finançait des expériences clandestines. L'un de ces projets, que nous appelions simplement l'expérience du sommeil, avait pour but de tester les limites de l'endurance humaine. Nous avions reçu l'ordre de maintenir 5 prisonniers éveillés pendant 15 jours consécutifs, en utilisant un gaz expérimental. Ces hommes, condamnés pour des crimes graves, étaient les sujets parfaits pour notre étude macabre. Les prisonniers furent choisis méticuleusement, chacun ayant été jugé coupable de trahison ou de meurtre. Ils avaient été amenés dans notre installation sous haute sécurité, située dans une région reculée de la Sibérie. Tandis que nous les observions à travers les vitres épaisses de la chambre de confinement, une certaine appréhension grandissait en moi. J'avais déjà vu des expériences étranges, mais celle-ci, je le sentais, allait dépasser toutes les limites de l'entendement. L'installation elle-même était austère, avec des murs de béton froid et des équipements rudimentaires. La chambre de gaz était au centre, scellée hermétiquement pour empêcher toute fuite. Les prisonniers y furent enfermés, ignorant encore l'horreur qui les attendait. Notre tâche, en tant que scientifiques, était de surveiller chaque aspect de leurs conditions physiques et mentales, notant chaque changement, chaque réaction. Alors que le gaz commençait à se répandre dans la chambre, je ressentis un frisson glacial parcourir ma colonne vertébrale. Nous pensions que ce gaz n'était qu'un stimulant, destiné à empêcher le sommeil. Mais ce que nous ignorions alors, c'est que nous étions sur le point de libérer quelque chose de bien plus terrifiant qu'une simple insomnie. Les préparatifs étaient terminés, et nous étions prêts à commencer l'expérience. Je me souviens distinctement du bourdonnement des machines et des murmures des scientifiques autour de moi. La chambre de confinement, avec ses murs de verre renforcés, nous permettait d'observer les prisonniers sans interférence. Leur anxiété était palpable, mais ils ignoraient encore ce qui les attendait. Nous avons activé le système de diffusion du gaz. Le gaz expérimental, initialement inodore, commença à se répandre dans la chambre. Les premiers jours se déroulèrent sans incident majeur. Les prisonniers semblaient agités, comme on pouvait s'y attendre, mais restaient relativement calmes. Nous prenions des notes minutieuses sur leur comportement, surveillant leurs signes vitaux et leurs réactions psychologiques. La chambre de gaz était équipée de microphones et de caméras, nous permettant de capter chaque son, chaque mouvement. Les prisonniers parlaient entre eux, essayant de comprendre pourquoi ils étaient gardés éveillés. Leurs conversations tournaient autour de leurs crimes, de leur famille, et de leur espoir de sortir vivants de cette épreuve. Au début, ils tentaient de rester actifs, marchant, faisant des exercices, essayant de combattre l'épuisement. Après 48 heures, des signes de stress commencèrent à apparaître. Les discussions devinrent plus tendues, les mouvements plus erratiques. Nous avions prévu ce genre de réaction, mais nous restions vigilants. La privation de sommeil commençait à affecter leur cognition. Certains d'entre eux commencèrent à montrer des signes de paranoïa, regardant constamment autour d'eux, comme s'ils étaient observés par quelque chose de plus sinistre que nous. Les jours passèrent, et le gaz continuait à remplir la chambre. Les prisonniers tentaient désespérément de dormir, mais en vain. Leur frustration grandissait,
tout comme la nôtre. Ils frappaient parfois les murs, implorant qu'on arrête l'expérience. Leurs cris résonnaient dans la salle de contrôle, mais nous devions continuer. L'ordre venait d'en haut, et nous ne pouvions déroger au protocole. L'angoisse était palpable de part et d'autre du verre. Nous observions, impuissants, la dégradation de leur état mental. Et pourtant, nous continuions, animés par une curiosité morbide et un devoir imposé. Nous savions que nous étions en train de franchir une ligne, mais nous ignorions encore à quel point ce que nous allions découvrir serait au-delà de l'horreur. Les premiers signes de déclin mental étaient apparus, mais ce n'était que le début de la descente aux enfers. Après 5 jours sans sommeil, les prisonniers commençaient à montrer des comportements profondément perturbés. Ils murmuraient entre eux dans un langage incohérent, leurs yeux écarquillés fixant des points invisibles dans la chambre. Le stress psychologique était évident. Un des prisonniers, que nous appelions sujet 1, commença à gratter ses bras compulsivement, jusqu'à en arracher des morceaux de chair. Nous observions, horrifiés, incapables d'intervenir. L'automutilation se propagea rapidement aux autres sujets. Sujet 2 se mutila le visage, creusant des sillons sanglants avec ses ongles. Le spectacle était insupportable, mais nous étions fascinés par cette démonstration de résistance humaine face à l'horreur. À mesure que les jours passaient, leur état physique se dégradait de façon alarmante. Les plaies ouvertes suppuraient, mais les sujets semblaient insensibles à la douleur. Ils montraient une force et une endurance au-delà de ce que nous avions imaginé possible. Sujet 3, malgré une jambe brisée, continuait à se déplacer, rampant sur le sol froid de la chambre. La violence devint alors omniprésente. Les sujets se tournaient les uns contre les autres, se battant férocement pour des raisons obscures. Chaque confrontation laissait des marques indélébiles sur leur corps déjà mutilé. Les cris, les hurlements résonnaient dans la salle de contrôle, nous laissant une impression d'impuissance et de terreur croissante. Les scientifiques autour de moi commençaient à douter. Certains murmuraient qu'il fallait mettre fin à cette expérience. Mais les ordres étaient clairs, nous devions aller jusqu'au bout. Nous étions devenus les témoins d'une déshumanisation totale, mais il fallait comprendre les limites de l'endurance humaine, coûte que coûte. Le gaz continuait à les maintenir éveillés, les plongeant dans une folie toujours plus profonde. Leurs yeux injectés de sang, leurs gestes frénétiques, tout cela témoignait d'une détérioration irréversible. Leurs conversations devenaient de plus en plus incohérentes, parfois même dans des langues que nous ne reconnaissions pas. Ce qui était initialement une expérience scientifique se transformait en cauchemar vivant. La réalité dépassait la fiction, et nous étions là, spectateurs impuissants de notre propre création monstrueuse. Chaque minute qui passait nous rapprochait un peu plus du point de non-retour, et nous commencions à nous demander si nous ne l'avions pas déjà franchi. À ce stade, l'atmosphère était lourde de tension et de peur. Les comportements des prisonniers étaient devenus si erratiques et violents que même les gardes et les scientifiques les plus endurcis commençaient à craquer. Les discussions en coulisses se faisaient de plus en plus fréquentes. Fallait-il arrêter l'expérience avant qu'il ne soit trop tard ? Les signes de détérioration extrême se multipliaient. Sujet 4 avait arraché ses propres yeux et semblait insensible à la douleur, ses orbites vides fixant un point invisible dans l'espace. Les autres sujets n'étaient guère en meilleur état, chacun ayant commis des actes de mutilation et de violence inexplicables. La situation était devenue insoutenable. Finalement, la décision fut prise. Nous devions interrompre l'expérience. L'ordre venait de nos supérieurs, mais c'était aussi une nécessité morale. Nous ne pouvions plus justifier cette barbarie au nom de la science. J'étais parmi ceux qui devaient entrer dans la chambre pour extraire les sujets. Mon cœur battait la chamade alors que nous nous préparions, équipés de combinaisons de protection et armés de bâtons paralysants. Lorsque nous ouvrîmes la porte de la chambre, une odeur âcre et nauséabonde s'échappa, mélange de sang, de chair en décomposition et de désespoir. Ce que nous vîmes dépassait de loin toutes les horreurs que j'avais pu imaginer. Les sujets, ou ce qu'il en restait, étaient des amas de chair déchiquetée, leurs regards vides et inhumains. Ils se jetèrent sur nous avec une force et une violence inouïes, malgré leur état physique déplorable. Les gardes durent intervenir avec une brutalité nécessaire pour les maîtriser. Les cris et les bruits de combat résonnaient dans la chambre, mélange macabre de souffrance et de chaos. Les sujets semblaient possédés par une rage inextinguible, luttant jusqu'à leur dernier souffle. Il fallut plusieurs minutes pour reprendre le contrôle de la situation, mais ces minutes semblèrent une éternité.
Une fois les sujets maîtrisés, nous pûmes les examiner de plus près. Leur corps était dans un état de délabrement avancé, mais ce qui nous frappa le plus fut leur murmure. Ils continuaient à parler, à révéler des fragments de pensées incohérentes et terrifiantes. « Nous ne devons pas dormir, nous avons vu ce qu'il y a au-delà », répétait-il sans cesse. Ces mots résonnaient dans ma tête alors que nous quittions la chambre, laissant derrière nous une scène de cauchemar. Nous avions enfin interrompu l'expérience, mais le véritable horreur ne faisait que commencer. Les révélations de ces murmures allaient nous hanter longtemps, nous poussant à questionner les limites de la science et les ténèbres de l'esprit humain. Alors que nous tentions de reprendre nos esprits après l'interruption brutale de l'expérience, une atmosphère de malaise s'installait dans le laboratoire. Les murmures des sujets, bien que incohérents, contenaient des fragments de vérité qui nous glaçaient le sang. Nous savions que nous devions examiner plus en profondeur les documents et les enregistrements accumulés au cours de ces 15 jours infernaux. En analysant les journaux de bord et les enregistrements audio, nous découvrîmes des éléments troublants. Les sujets semblaient avoir accédé à une forme de conscience altérée, comme s'ils avaient pénétré dans un royaume au-delà de notre compréhension. Les mots qu'il utilisait, les visions qu'il décrivait, tout semblait indiquer qu'il avait entrevu quelque chose de terrifiant et de profondément inhumain. L'un des documents les plus troublants était une note écrite par un des scientifiques en charge du projet, désormais disparu. Il y décrivait une théorie selon laquelle le gaz expérimental n'était pas simplement un stimulant, mais un catalyseur pour révéler les ténèbres cachées au plus profond de l'esprit humain. Selon lui, l'expérience visait à libérer une force primordiale, une essence de folie et de terreur qui résidait en chacun de nous. Ces révélations nous laissèrent tous dans un état de choc. Nous avions joué avec des forces que nous ne comprenions pas pleinement, et les conséquences étaient plus terrifiantes que tout ce que nous avions imaginé. Les sujets, maintenant confinés et sous surveillance constante, continuaient à murmurer des phrases énigmatiques et effrayantes, comme s'ils étaient en contact avec une réalité parallèle. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ces jours passés, à chaque moment de l'expérience. Chaque cri, chaque acte de mutilation, chaque regard vide de ces hommes désormais brisés, tout cela me hantait. Nous avions ouvert une porte vers l'inconnu, et ce que nous avions trouvé au-delà était une abomination. Le projet fut officiellement classé et enterré par les autorités. Mais pour nous, les scientifiques qui y avaient participé, la véritable horreur ne faisait que commencer. Les cauchemars, les visions de ces hommes torturés, les murmures de l'indicible continuaient à nous poursuivre. Nous avions touché du doigt les ténèbres de l'âme humaine, et nous en payions désormais le prix. Ce qui était censé être une simple expérience scientifique s'était transformé en une exploration macabre des abysses de l'esprit. Et alors que je me tenais là, contemplant les ruines de notre projet, une seule pensée résonnait dans mon esprit. Certaines choses ne doivent jamais être découvertes. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous n'avez pas encore laissé votre like, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Je poste des vidéos tous les lundis, mercredis et vendredis. Et bien sûr, si vous avez une histoire macabre que vous avez vécue, laissez-la dans les commentaires pour que tout le monde puisse la lire. Merci beaucoup, et à la prochaine vidéo.